minutes. On va parler de l'insuffisance cardiaque appliquée aux cardiopathies congénitales. Et puis, on verra après pour la suite. Mais je pense que si on arrive déjà à faire ça, on aura pour ce matin déjà donné pas mal de choses et que j'espère vous pourrez revoir. En tout cas, j'ai essayé d'enregistrer. Je vous confirmerai par mail si les enregistrements ont fonctionné. Donc, je reprends le schéma hémodynamique du cœur en série. Je ne vous le répète pas. Il faut franchir la pression aortique, la pression pulmonaire et la POG. Et donc, dans la façon de raisonner, c'est un conseil plutôt qu'un enseignement. La façon la plus simple, c'est souvent de descendre de l'aorte vers les veines caves en passant par le cœur gauche, les résistances vasculaires pulmonaires, puis le cœur droit. Et donc, après, on se retrouve dans les pressions d'emplissage veineuse. Et donc, si on raisonne dans ce sens-là, ça veut dire qu'on raisonne à contresens du circuit sanguin, mais on comprend les contraintes. Et c'est un petit peu la même chose que ce qu'on faisait en termes de morphogénèse, c'est-à-dire on regarde une conséquence d'aval, la croissance de l'isthme aortique, pour revenir à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Et donc, le ventricule gauche transforme la pression aortique, dans ce raisonnement, en pression capillaire pulmonaire. Donc en POG et en pression capillaire pulmonaire. C'est-à-dire que la compétence du ventricule gauche, en termes de propriétés intrinsèques, diastoliques, mais aussi en partie systolique, va déterminer la POG. Et donc ça, je pense que vous l'avez bien compris quand on a parlé des CIV. Et donc, dans une CIV, si le cœur se remplit plus, si le ventricule gauche est très compliant, la pression télédiastolique va peu augmenter. Et s'il est peu compliant, la pression télédiastolique va beaucoup augmenter. La traversée du poumon transforme la POG en pression artérielle pulmonaire. C'est ce qu'on a vu dans les hypertensions pulmonaires post-capillaire passive. La POG augmente, tout le monde sait, voilà, ça augmente la pression pulmonaire. Et ça, c'est très simple à comprendre. Et enfin, le ventricule droit transforme la pression pulmonaire en pression cave. Et donc, c'est ce qui va expliquer tous les symptômes, par exemple, de l'hypertension artérielle pulmonaire, puisque l'augmentation de la pression télédiastolique du ventricule droit, même s'il est très compliant, va finalement aboutir à une augmentation de la POD et éventuellement à des symptômes d'insuffisance cardiaque droite. Le débit cardiaque est imposé à partir du ventricule gauche, c'est ce que vous le savez. Et donc, c'est les pressions d'amont, qui varient en fonction des propriétés intrinsèques du cœur et des résistances vasculaires pulmonaires dans la période post-natale. Et donc, c'est ce qu'on a vu dans la physiologie des shunts à l'instant. Et donc, ce raisonnement qui est à l'envers, en fait, je l'ai tenu tout le temps sans vous dire que c'était comme ça qu'on faisait. Ça, je vais passer parce qu'on va considérer que c'est difficile. Donc, si on regarde les différents mécanismes de l'insuffisance cardiaque, il y en a un qui est très simple, et je reprends toujours les compressions volume, c'est l'altération de la contractilité. Donc, l'altération de la contractilité, ça veut dire que la pente va être moindre, comme ça l'était pour le ventricule droit. Et donc, si je baisse ma contractilité ventriculaire gauche et que je veux maintenir mon débit cardiaque, c'est-à-dire que j'utilise la même largeur de carré, en baissant ma contractilité, je vais augmenter mes pressions de remplissage et ma pression télédiastolique va augmenter et puis mon cœur va être dilaté. Donc, pour assurer le même volume d'éjection systolique, nécessairement, il faut que je me remplisse, mon volume télédiastolique va être plus important et mon volume télésystolique va lui aussi être plus important que mon volume télésystolique à contractilité normale. Et donc, ça, c'est le mécanisme le plus classique de l'insuffisance cardiaque congestive. Congestive parce que la pression télédiastolique du VG augmente. C'est par exemple les cardiomyopathies dilatées ou tout ce qui va altérer la contraction, par exemple les cardiopathies ischémiques chez l'adulte et qu'on peut voir chez l'enfant dans certaines malformations cardiaques. Donc ça, c'est de la physiologie que vous connaissez bien. Voilà, par exemple, un exemple de cardiomyopathie dilatée. On voit que les deux ventricules ne se contractent pas bien. Et donc, les deux ventricules ne se contractent pas bien. Et on voit que les oreillettes, il y avait une prothèse de CIA en plus, les oreillettes sont très dilatées. Et bien sûr, les diamètres sont très augmentés, ici, des deux ventricules, dans cette cardiomyopathie biventriculaire. Deuxième situation qui peut donner des signes d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, ça ne veut pas dire obligatoirement
qu'il y a une incompétence contractile du myocarde. Hein, c'est une insuffisance cardiaque. Ça peut être l'incapacité à assurer le débit ou assurer le métabolisme normal des autres organes par la perfusion. Donc, un autre mécanisme qui peut donner des signes de congestion ou des signes de bas débit, c'est l'augmentation de la post-charge. Donc, l'augmentation de la post-charge, ça veut dire que la pression aortique augmente. Si on considère le ventricule gauche, on pourrait faire la même chose avec le ventricule droit. Et donc, en augmentant la demande en termes de pression aortique, et si je veux maintenir exactement le même débit, ben, je fais exactement le même dessin, hein, c'est-à-dire que je trace mon rectangle de la même taille que mon rectangle rouge, et je regarde ce qui se passe, l'augmentation de ma post-charge, par exemple l'hypertension artérielle, une coarctation de l'aorte, un rétrécissement de la valve aortique, va augmenter le diamètre télédiastolique du ventricule gauche, le diamètre télésystolique du ventricule gauche et augmenter également la pression télédiastolique. Et si la compliance du ventricule gauche est inchangée, eh bien, on va avoir cette différence qui est marquée ici. Mais si la compliance du ventricule gauche était en plus altérée, on va le voir un petit peu après, eh bien, je pourrais avoir, par la simple augmentation de la post-charge, une augmentation de la pression télédiastolique qui me conduise à un œdème aigu du poumon. Voilà, par exemple, dans une sténose aortique, le ventricule gauche qui va être à la fois plus gros, ça c'est normal, hein, en diamètre, souvent ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est toujours signifiant. Et puis, on verra après qu'il peut être aussi qu'il est plus épais, mais on verra que ce sont des raisons physiologiques différentes. Maintenant, si j'augmente ma précharge, dans les shunts, on a déjà vu ça, et donc je vais aller vite. Et donc cette fois-ci, mon carré est plus grand, puisque j'augmente ma précharge. Et de la même façon, en fonction de ma compliance, eh bien, je vais avoir un niveau d'augmentation de pression télédiastolique plus ou moins variable. Et donc, par exemple, l'insuffisance mitrale, mais aussi les communications interventriculaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Dernier phénomène, la diminution de la compliance. Si je diminue ma compliance, ça veut dire que je vais avoir une augmentation de pression plus importante pour un moindre volume. Donc, ma courbe de compliance va se déplacer vers la gauche ici. Et si je veux maintenir mon débit cardiaque avec une pression aortique stable, eh bien, en altérant ma compliance, je vais avoir un volume télédiastolique qui va peu augmenter, mais par contre une pression télédiastolique qui va beaucoup augmenter. Et c'est la physiologie des cardiomyopathies restrictives, par exemple, où vous voyez ici que le ventricule gauche se contracte, mais la pression télédiastolique étant très élevée, l'oreillette gauche est considérablement dilatée. Maintenant, en regardant ce qui se passe quand on mélange les deux ventricules et quand on passe à des cardiopathies un tout petit peu plus complexes, pour vous montrer comment on va manipuler ça dans des contextes qui vont rester simples aujourd'hui, mais qui peuvent changer la donne en termes de répartition des débits dans les shunts. Je vous remets la courbe normale des deux ventricules avec leur contractilité et leur compliance. Et je vous rappelle que le shunt, au travers d'une communication interauriculaire, ici on a une situation de CIA et on va augmenter la post-charge du ventricule gauche. Donc une CIA, normalement, ça shunt de gauche à droite avec la surface qui ici, on va dire, ça représente, c'est faux, hein, mais ça représente le volume du shunt. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la post-charge de mon ventricule gauche? Par exemple, si j'ai une coarctation, si j'ai une coarctation, mon ventricule gauche, il va faire ça. On a déjà vu cette courbe-là. Et à ce moment-là, eh bien, le volume du shunt, lui, il va augmenter, puisqu'on va se balader plus haut sur la courbe de compliance du ventricule gauche. Donc, un ventricule gauche qui est contraint, par exemple, par une coarctation de l'aorte, avec une communication interauriculaire, va surcharger de façon très importante en volume le ventricule droit. Donc ça, c'est une physiologie mélangée et qui peut aboutir, et vous pourrez regarder, il y a une littérature abondante là-dessus, faut-il fermer très rapidement les communications interauriculaires du tout petit enfant qui a une coarctation en défaillance cardiaque parce que le ventricule droit va en souffrir très vite. Alors que tout le raisonnement que vous aurez dans le cours coarctation va être fondé sur le ventricule gauche. Mais l'association avec une CIA va changer complètement la donne. Si, en plus, le ventricule gauche contraint est moins compliant parce qu'il est hypertrophié, plus rigide, le shunt va encore plus augmenter. Donc, tous ces raisonnements-là, on va les tenir de façon régulière. Et je reprends un autre exemple. Si j'ai une communication interauriculaire et un ventricule droit qui est moins compliant, ça, c'est la situation normale. Je remets exactement le même dessin.
et si j'altère la compliance de mon ventricule droit, par exemple parce qu'il y a un rétrécissement de la valve pulmonaire très serrée qui va faire que le ventricule droit est épais et ne s'est pas démusclé dans la période néonatale, ou éventuellement même qu'il est musclé depuis la vie fétale, eh bien, on va avoir cette fois-ci un shunt qui va se faire dans l'autre sens, puisque la compliance du ventricule droit est moins bonne que celle du ventricule gauche, et donc le shunt va être droite-gauche, interauriculaire. Et donc, c'est comme ça qu'on va expliquer la cyanose des sténoses valvulaires pulmonaires très serrées en période néonatale, qu'on appelle sténose valvulaire pulmonaire critique. Mais on va pouvoir voir ça aussi dans d'autres situations plus tardivement dans la vie, quand la compliance du ventricule droit est altérée. Donc, voilà le schéma de la circulation avec, comme je vous le disais, en partant de l'aorte, on va retourner vers le ventricule gauche, l'oreillette gauche, puis les cavités droites après être passé au travers des capillaires pulmonaires, la courbe de compliance standard. Voilà ce qui se passe quand on a de l'insuffisance ventriculaire gauche en termes de fonction contractile. À ce moment-là, ça va retentir sur la post-charge du ventricule droit, puisque l'incompétence ventriculaire gauche signalée par les 30 de pression télédiastolique va donner 20 dans l'OG, un gradient transpulmonaire élevé ici, donc probablement une composante comment dire, de réactivité, voire une composante hors de proportion en termes de résistance vasculaire pulmonaire. Et on voit ici que certes, la pression systolique dans le ventricule droit à 65 est augmentée, mais à la fin, les pressions de remplissage à droite le sont très peu. Donc, on a de l'insuffisance cardiaque gauche avec une congestion gauche, mais quasiment pas de défaillance droite, enfin pas de défaillance droite, je ne te dis pas quasiment pas, puisque les pressions de remplissage restent normales. Donc, l'insuffisance ventriculaire gauche va avoir un retentissement sur la post-charge du ventricule droit qui va s'adapter. Et on voit que, au moins dans les limites que je vous ai données là, ceci n'aura pas de retentissement sur les pressions caves. Donc ça, c'était pour montrer le schéma. Si maintenant, on parle d'hypertension pulmonaire, et ici j'ai mis une hypertension pulmonaire extrêmement sévère, 150, 80, moyenne 106, on va voir que bien sûr, le ventricule droit va transmettre cette pression pulmonaire dans les caves, et donc on va avoir une pression cave ici très élevée, bon, les chiffres sont exagérés exprès, et à l'inverse, le ventricule gauche va être dépréchargé, c'est-à-dire franchir les résistances vasculaires pulmonaires va aboutir à une diminution de la précharge du ventricule gauche. Donc là, c'est vrai dans les hypertensions artérielles pulmonaires extrêmement sévères. Donc on peut voir ça, par exemple, chez les nouveau-nés. Mais on peut voir ça avec des régimes de pression totalement différents, comme vous le verrez dans les cardiopathies univentriculaires. Et donc, on va avoir une POD augmentée, mais une POG qui va être très basse et éventuellement un champ de droite-gauche interauriculaire dans certaines situations, qui peut d'ailleurs être mis à profit pour précharger le ventricule gauche dans certains traitements d'hypertension pulmonaire. Donc, pour résumer ces 2 ou 3 diapositives, une incompétence contractile du ventricule gauche va avoir un retentissement sur la post-charge du ventricule droit, mais peu sur les pressions caves. Et un blocage sur le lit artériolaire pulmonaire va avoir des conséquences sur la précharge du ventricule gauche et sur une élévation des pressions caves. Donc ça, je vais passer, vous verrez ça dans l'hypertension pulmonaire. Dernier petit chapitre avant qu'on s'arrête, parce qu'après, on va tous en avoir assez. Surtout que cet après-midi, vous avez encore un grand cours sur l'anatomie. C'est l'adaptation du myocarde à la contrainte en termes de surcharge de pression et de pression et de volume. Donc, on a vu l'adaptation des volumes du cœur, mais maintenant, c'est comment est-ce que va réagir le cœur en termes d'épaisseur. C'est des choses que vous connaissez, et on utilise la loi de Laplace. La loi de Laplace dit que la tension pariétale, wall tension, est égale à la pression transmurale qui multiplie le rayon divisé par 2 fois l'épaisseur. Et donc, c'est représenté sur le schéma qui est là. Et effectivement, pour normaliser cette tension pariétale, quand la pression augmente,
eh bien, il va falloir augmenter l'épaisseur. Autrement dit, on fait du bodybuilding. Donc, c'est vrai pour les vaisseaux, c'est-à-dire que l'épaisseur du vaisseau va augmenter si la pression augmente, et c'est le mécanisme, au moins un des mécanismes en tout cas du remodelage vasculaire qu'on a évoqué dans l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire que les cellules musculaires lisses de la média vont augmenter en nombre, en taille, et se remodeler pour justement normaliser la contrainte pariétale. Puis ensuite, ceci dépasse son effet et devient pathologique dans la physiologie irréversible du syndrome d'Eisenmenger. Mais ceci est aussi vrai pour les cavités cardiaques, c'est-à-dire que quand la pression va augmenter en systole dans le ventricule, eh bien celui-ci va s'hypertrophier en réaction à cela. Et c'est ce qui est représenté sur ces images, et on voit que les formules sont juste liées à la géométrie de la structure. Quand il s'agit d'un tuyau, c'est la formule qui est à gauche, et quand il s'agit d'une sphère ou d'une demi-sphère ou d'un ellipsoïde de révolution comme est le ventricule gauche, eh bien c'est la formule de droite. Et donc, on va mesurer ça avec l'idée de tension pariétale ou de wall stress. Et donc, plus la pression est augmentée, plus l'épaisseur est augmentée. C'est l'adaptation cardiaque et les mécanismes cellulaires qu'on a dit, on ne discuterait pas aujourd'hui. Il y a ce sont des mécanismes liés à la sensation du signal, donc la mécanosensation, puis ensuite la transduction de ce signal mécanique d'augmentation de pression au noyau qui va activer un programme d'hypertrophie et aboutir au remodelage que vous connaissez. Et donc, on va avoir ici ces schémas avec l'hypertrophie myocardique physiologique, par exemple de l'hypertension artérielle ou des obstacles gauches, et puis il y a l'hypertrophie pathologique des cardiomyopathies hypertrophiques, bien sûr, qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et finalement, comme dans les vaisseaux et dans l'hypertension pulmonaire, dans le cœur, ces mécanismes d'adaptation qui sont présents pendant le développement, mais aussi pendant l'adaptation postnatale aux contraintes, peuvent être dépassés et aboutir à l'aspect que vous voyez en bas, c'est-à-dire celui de l'insuffisance cardiaque qui est terminale. Donc, c'est exactement le même schéma ici qui montre ce que je viens de dire, à savoir qu'il y a des mécanismes d'hypertrophie qui sont importants au cours de la croissance ou au cours de certaines situations d'adaptation normale à l'exercice, quand on fait de la musculation, ou au cours de la grossesse, quand le travail du cœur augmente pour assurer la perfusion placentaire et fétale, et ces mécanismes sont en théorie réversibles. C'est vrai aussi dans certaines cardiopathies congénitales, où il va y avoir des adaptations myocardiques à la contrainte depuis la vie fétale jusqu'à ce qu'on les traite efficacement, et à ce moment-là, elles vont être réversibles. Et puis d'autres qui sont irréversibles, soit liées à la chronicité de la surcharge barométrique ou volumique, soit irréversibles parce que associées à d'autres anomalies, comme en particulier des phénomènes de perfusion anormaux, comme on peut le voir dans certaines hypertrophies.